Une bonne raison de se battre, par Quentin Clément. Partie 8. Chapitre 6. Une bonne raison de se battre. Le Justice survolait des rues vidées de toute vie. Que ce soit dans le ciel ou sur terre, on ne croisait personne sur des kilomètres à la ronde. Nolan avait levé une interdiction aux vaisseaux civils de voler et aux gens de sortir des camps refuges situés dans les égouts. Et ce, jusqu'à la fin de la bataille qui s'annonçait. Le bombardement n'avait pas encore commencé. Victor espérait voir le gouverneur avant les premières explosions. Quelque part, peut-être aurait-il dû le faire la veille. Mais il avait vraiment envie de passer une nuit dans le calme et le confort d'une belle chambre d'hôtel avant d'aller sacrifier sa vie. Soudain, son radar s'enclencha, le prévenant de l'approche d'un vaisseau de guerre sauvate derrière lui. Une communication entra. Il l'accepta. « Citoyen, vous enfreignez le couvre-feu », l'attaqua la voix neutre. « Rejoignez immédiatement une zone de sécurité prévue. Nous vérifions votre identité. Sachez qu'une amende vous sera réclamée lorsque la bataille sera gagnée. » Le contrebandier allait répondre lorsqu'un signal le prévint que l'armement des sauvates venait de s'activer et de le prendre pour cible. « Victor Saunders, vous êtes en état d'arrestation sur ordre du gouverneur Nolan. Posez-vous immédiatement ou vous serez abattu. » Le Justice avait de la ressource, mais face à un vaisseau de guerre, il n'avait pas la moindre chance. Saunders se posa dans une rue déserte, tandis que les soldats placèrent leur vaisseau au-dessus du sien, prévenant une possible fuite. Victor descendit du Justice, désarmé, voyant au-dessus de lui des sauvates sauter de leur transport, activant des jetpacks qui ralentirent leur chute. Ils portaient des mitraillettes de calibre moyen qu'ils pointaient sur le pauvre contrebandier. Lorsqu'il arriva au sol, il fut encerclé par 5 guerriers sauvates, en armure, crête dressée avec agressivité, de visages rudes parcourus de cicatrices, le braquant de leurs armes qui auraient coupé un humain en deux en une seule rafale. Il mit les mains sur la tête avant qu'on le lui ordonne, et un soldat dans son dos vint le fouiller. Lorsque ce dernier eut conclu que son prisonnier était désarmé, il le remit en joue. « Suis-nous, ordonna-t-il. On t'emmène à Nolan. »« Et mon vaisseau » demanda Saunders. Il reçut un violent coup de crosse dans son dos. La force brutale du sauvate le poussa en avant et il manqua de tomber à genoux. « Tu fermes ta gueule. » Le message était reçu. Pour une fois, Saunders allait enfin fermer sa gueule. Le Justice avait été remorqué par le vaisseau de guerre, rassurant Victor qu'on avait fermement attaché à un siège. 4 soldats l'entouraient, armes pointées sur lui. Ils ne bougèrent pas d'un poil durant tout le voyage. Qu'ils étaient disciplinés. Dehors, on entendait les premières explosions, lointaines, comme un écho. Avaient-elles touché le sol? Ou les projectiles d'Arnien avaient-ils été arrêtés en plein vol par les sécurités antimissiles placées partout sur Tra, qui envoyaient des bombes propulsées pour intercepter les explosifs adverses pour les faire détonner dans l'espace? Les explosions s'intensifiaient petit à petit. C'était surréaliste, comme un rêve. Lointaine, mais bien présente, troublant le calme plat des villes désertiques pour leur rappeler que leur destin n'était à présent que la mort et la destruction. Le vaisseau se posa lentement, et on fit lever Saunders qui suivit ses geôliers sans broncher. Ils avaient atterri sur un spatioport militaire où des centaines de chasseurs, d'intercepteurs, de bombardiers spatiaux et d'autres vaisseaux dont Saunders ne connaissait pas la fonction attendaient, protégés par un dôme de protection laser, de recevoir l'ordre de partir au combat. Au centre de cette armée dormait le titanesque maître, long vaisseau cuirassé à l'apparence terne et blanche et à la coque lisse et compacte. Ces démons de l'espace mesuraient près de 12 km de long. Des milliers de soldats étaient nécessaires à leur bon fonctionnement et leur coût en carburant faisait que les petites colonies de moindre importance telles que Tra n'en possédaient généralement pas. Mais Nolan avait servi sur celui-ci et l'avait même commandé avant de devenir gouverneur. Et il avait joué de son influence pour le conserver, attaché à sa flotte. Il y était très attaché en réalité. Nolan était un homme de terrain, de combat, de base militaire, pas un administrateur. Il considérait ce maître comme sa propre maison, plus que comme un vaisseau de guerre. Ces titans étaient, en réalité, des versions améliorées des guerroyeurs. Ils avaient la même forme, le même fonctionnement, mais à une échelle beaucoup plus grande, ce qui en faisait de véritables monstres. Victor fut conduit jusqu'au maître. Solidement encadré par 4 gardes, on le fit monter une passerelle où d'autres soldats les attendaient. Dans un langage purement protocolaire, les sauvates qui l'avaient fait prisonnier expliquèrent qu'il devait être conduit sous surveillance devant le gouverneur Nolan. Ceux postés à l'entrée du maître firent appeler d'autres soldats qui vinrent le chercher avant de le mener, après un long dédale de couloirs,
jusqu'à un poste de commandement où le gouverneur donnait des ordres aux divers escadrilles et pelotons de toutes races qui formaient l'armée de Thra. « Gouverneur !» saluèrent les soldats. « Nous vous menons un prisonnier. » Surpris, Nolan se retourna vers ceux qui l'avaient appelé. Il reconnut immédiatement le contrebandier. « Merci, soldats, retournez à vos postes. » Ils s'exécutèrent, non sans saluer à nouveau le gouverneur. « Quant à vous, Victor Saunders, suivez-moi. » Il obéit, alors que Nolan le menait à une petite salle située juste à côté du poste de commandement. « Je venais justement m'engager dans vos forces, » expliqua Saunders. « Je comprends que vous vouliez me foutre en tôle, mais sincèrement, je veux aider. » Lorsque Nolan ferma la porte, qu'ils furent isolés, il fit signe à Victor de se taire et prit la parole. « Un émissaire de Darn est ici. Il a demandé à vous parler en privé. »« À quel sujet ?» demanda Saunders, sincèrement étonné. « Je n'en sais rien. Il est juste venu et a dit qu'il vous cherchait. Comme vous aviez disparu, j'ai mis un mandat d'arrêt sur votre tête. » Nolan avança vers une autre porte. « Vous n'êtes pas encore en sécurité, souffla-t-il sur un ton menaçant. Je ne sais pas encore quels sont vos liens avec eux, mais ce sont mes ennemis. Faites attention au camp que vous allez choisir. » Puis Nolan ouvrit la porte, dévoilant un Darnien aux écailles rosées, portant une longue et large robe à capuche bleue, décorée de symboles astristes. « Nakan, je vous présente Victor Saunders, » introduisit Nolan. « Bien. Merci, gouverneur, » répondit l'émissaire à l'accent sifflant. « Laissez-nous, je vous prie. » Et Nolan fit entrer le contrebandier avant de quitter la pièce, non sans lui lancer un dernier regard menaçant. « Excusez les manières déplaisantes de mes hôtes, » commença le lézard. « Sachez qu'elles ne représentent que leur seule voix et non celle de mon peuple. Je suis Nakan Kador, envoyé par le Haut Conseil de Darn pour vous rencontrer, Victor Saunders. »« Me rencontrer, moi ? Pourquoi ? J'ai quoi comme importance pour vous ?»« Aucune, » répondit le Darnien. « Mais vous possédez une pyramide que nous recherchons. Dans peu de temps, votre planète appartiendra à la Grande République darnienne, mais sans la pyramide, Thra nous sera inutile. Sachez que je suis navré de vous l'annoncer, mais vos villes vont être rasées, vos soldats vont mourir, et en temps de guerre, les civils souffrent toujours également. Peu importe où vous vous cacherez sur Thra, vos chances de survie sont moindres, pour ne pas dire nulles, et si vous songez à fuir, sachez que vous ne quitterez jamais cette planète. Mais si vous êtes toujours ici, j'en conclus que ça, vous le savez. » « Merci pour cet exposé très intéressant, » se moqua Saunders. « Mais pourquoi vous me dites tout ça ?»« Nolan est un homme d'honneur. Il ne lèvera pas la main sur un émissaire. Si je vous nomme à cette fonction, vous pourrez monter à bord de mon vaisseau et quitter cet endroit avant qu'il ne devienne l'enfer. Je vous propose de survivre. Je vous propose des années et des années de vie, si vous me dites où se trouve la pyramide. » Saunders ne comprenait pas. Pourquoi revenait-il toujours sur ce pendentif? Pourquoi était-il si important? Qu'avait-il de si particulier? Et les données géographiques pointant l'Égypte? En quoi tout cela intéressait-il Darn? Est-ce que vous connaissez une règle de commerce qui dit que si un vendeur ne connaît pas la valeur de son produit, il ne peut pas le vendre au bon prix? Négocia Saunders. Dites-moi ce qu'est cette pyramide, et nous pourrons discuter après. L'émissaire n'hésita pas avant de répondre. Probablement lui avait-on déjà donné la consigne d'accepter de tout dire à Saunders. Vous avez été éduqué en tant qu'astriste, n'est-ce pas? Votre nom existe dans notre base de données. Vos parents ont offert leur vie pour vous permettre de comprendre les secrets de nos planètes. Savez-vous ce qui se cache sous le sable de l'un de vos déserts? Le dernier temple. Bâti par nos ancêtres, alors que votre race taillait encore des pierres avec d'autres pierres. Scellé il y a des millénaires, la clé perdue dans l'espace. Des découvertes récentes de nos chercheurs ont situé tous les temples astristes bâtis sur toutes les planètes connues. Celui de Thra était le seul dont aucune trace ne signalait la destruction. Et la clé, la pyramide, était perdue depuis des décennies dans un musée de l'Empire sans que personne ne sache de quoi il s'agissait. Jules Verman a découvert tout cela. Nous ne savons pas comment il a compris que la pyramide était notre clé, mais elle l'est. L'émissaire se rapprocha de Victor Saunders. Imaginez l'ouverture du dernier temple, les richesses que nous y trouverions, des objets à la valeur archéologique considérable pour notre peuple, des explications sur comment nos ancêtres pensaient parler aux astres, certainement des réponses sur les questions que vous vous posez sur vos premières religions polythéistes. Nous pourrions apporter la lumière sur des centaines de zones d'ombre de notre histoire et de la vôtre, répondre aux questions pour lesquelles vos parents ont donné leur vie, et, au passage,
prendre un certain pourcentage pour vos services. Je vous assure que vous n'aurez plus jamais besoin de rien. » Sanders comprenait enfin. Tout cela pour des reliques. Et pourquoi ne pas avoir simplement demandé poliment aux Sovat de vous laisser réaliser des fouilles archéologiques sur Tra, demanda Sanders. Il n'aurait pas accepté gratuitement, mais ça aurait toujours coûté moins cher que la guerre que vous avez déclarée. Laisser notre temple aux mains de ces barbares, s'offusqua l'émissaire. Tra pourrait devenir notre plus important lieu de culte. Des milliers de pèlerinages pourraient être organisés chaque année jusqu'ici. Tra doit devenir une planète de la République. Nous ne pouvons pas laisser aux mains de ces brutes sauvates assoiffées de sang. Leur vie n'est faite que de violence. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, ironisa Sanders. Les guerres de territoire des Sauvats, c'est si barbare. Une bonne vieille guerre de religion, c'est tellement plus civilisé. Vous préférez donc vous battre du côté des Sauvats, de cet empire qui a asservi votre peuple et votre planète, qui ne vous laisse prendre aucune décision? Non, répondit Sanders d'un ton sec et agressif. Je ne vais pas me battre pour l'empire, juste contre vous. Contre des cinglés de fanatiques prêts à tuer des milliards d'innocents pour un temple. Vous venez ici faire un massacre, vous déclenchez une guerre qui durera des siècles, et vous le faites pour un foutu putain de mythe. Les Sauvats sont des barbares et des ordures, c'est vrai, mais ils valent toujours mieux que vous. Je ne vais pas me battre pour l'Empire. Je vais juste essayer de protéger des innocents contre la folie d'Arne, celle qui a réduit mes parents en esclavage et qui a failli me tuer, celle qui a fait subir des expériences cauchemardesques à des jeunes enfants, celle qui est prête aux pires atrocités au nom de cette déesse. Que des familles honnêtes ne subissent pas le sort que vous avez réservé à la mienne. Voilà, ça c'est une bonne raison de me battre. Calme, l'émissaire sortit un boîtier d'une poche et le tendit à Sanders. Si vous changez d'avis une fois face à la mort, ceci vous permettra de me contacter. Une totale amnistie pour vous lorsque vous nous direz où est la pyramide. Victor prit le boîtier et le laissa tomber au sol. Dites à vos supérieurs que la pyramide est dans ma poche et qu'ils n'ont qu'à venir la chercher. Le dernier baissa la tête en signe de salutation respectueuse et prit la direction de la sortie. Il ouvrit la porte derrière laquelle l'attendait une petite escorte de soldats humains accompagnés de Nolan. L'émissaire et le gouverneur se saluèrent avant que ce dernier ne rejoigne Victor Sanders. « J'ai tout entendu, avoua Nolan. »« Tout entendu ou tout écouté ?» Il rit légèrement. Tout écouté, je vous l'avoue. Nolan s'approcha de Victor et posa une main amicale sur son épaule. « Je vous veux à bord de mon vaisseau. Si vous voulez combattre Darn, c'est ici que vous le ferez le mieux. » Sanders hocha la tête en approbation. « Allez vous mettre en tenue, soldats !» Victor était couché dans un lit militaire du courage, le cuirassé maître à bord duquel Nolan allait commander ses troupes. La nuit était secouée d'explosions. Toutes les secondes, le dortoir était secoué par une détonation accompagnée d'une brève lumière vive pénétrant par les fenêtres. Les militaires étaient à l'abri sous les dômes de protection laser, les civils protégés dans les camps aménagés dans les égouts. Mais à la fin du bombardement, qu'allait-il rester des villes? Bien sûr, pour le moment, peu de bombes ennemies atteignaient le sol de Tra, la plupart étant interceptées par les missiles anti-bombardement. Mais plus la flotte d'Arnian approchait, plus il allait devenir difficile de les empêcher de détruire les maisons, les écoles, les hôpitaux. Victor n'avait pas sommeil. Provoquant des grognements parmi ses compagnons chambrés, il quitta sa couche et partit marcher dans les couloirs du courage. Il fut interpellé par une lueur et des bruits d'informatique au détour d'un croisement. Curieux, il s'approcha pour finalement entrer sur la passerelle du commandement. Il n'y avait pas âme qui vive. Nolan avait donné l'ordre à tous d'aller dormir afin d'être en forme pour la lutte du lendemain. Seule animation de la nuit, une image holographique de la taille d'un homme au centre de la salle, représentant Tra. On pouvait y voir les continents, l'eau, les villes, accompagnés de données chiffrées sur les différents lieux, les troupes disponibles, les civils cachés à tel ou tel endroit. Tout autour de l'image, on voyait les milliers de vaisseaux d'Arniens approcher lentement, en propulsant leurs bombes, interceptées par les défenses de Tra dans de petites explosions de la taille d'un pouce. À l'échelle, elles devaient être dantesques. Victor observa pensivement la bataille qui se préparait. « Vous ne dormez pas ?» le surprit une voix dans son dos. Il se retourna et vit Nolan s'approcher, une tasse de café à la main. « Intégré à l'armée depuis moins de 24 heures et déjà à contrarier mes ordres » plaisanta le gouverneur en s'asseyant dans un siège. « Je n'obéis jamais au fait ce que je dis, pas ce que je fais » répondit le contrebandier en s'installant face à son interlocuteur. Ils auraient pu être un gouverneur et un soldat. Nolan aurait pu le faire punir, mais il n'en avait pas le goût, non.
Cette nuit, ils étaient juste deux insomniaques discutant sous des explosions titanesques, la veille d'une bataille à laquelle ils ne survivraient peut-être pas. Peut-être était-ce le dernier moment de calme de leur vie. « Savez-vous pourquoi je suis devenu Sovat ?» demanda Lonan, ponctuant par une gorgée de son café. « Non, » répondit sobrement Sanders. « Je suis né ici, sur Tra. J'ai grandi dans les rues de Riga, en Lettonie. J'ai vu énormément de ce que les humains ont accompli. Nous sommes des créatures imparfaites, mais nous avons aussi d'immenses qualités. Lorsque j'ai rejoint l'armée de Tra, je me suis rendu compte d'à quel point les Sovats n'ont pas conscience de ce que nous sommes. Beaucoup de ces hommes gris nous voient comme des attardés et des faibles. Bon, ce n'est pas le cas de tous. Certains sont plus ouverts d'esprit que d'autres, comme c'est le cas chez les humains. Mais en gros, quand vous êtes entouré de Sovats, vous devez faire vos preuves. Je voulais leur montrer à tous la valeur des humains, ce dont nous étions capables, que nous pouvions les égaler. Alors j'ai intégré le programme pour devenir Sovat. Et ça a été un enfer. Mais j'ai gagné leur respect. Je leur ai prouvé à tous qu'un humain pouvait se montrer égal à eux, et même meilleur. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité envers l'histoire d'être le premier non-Sovat de naissance à devenir gouverneur d'une colonie. Imaginez, si demain je perds cette bataille, je ne vais pas juste mourir. Ils vont penser que si c'était un Sovat de naissance qui avait eu ma place, Tra ne serait pas tombé. Et là, plus jamais ils ne nommeront gouverneur un non-Sovat. Et tout ce pourquoi je me suis battu n'aura servi à rien. Vous dormiriez à ma place? Eh bien, pas en buvant tout ce café, non. Nolan sourit à Sanders. Je parle du destin de toute votre espèce, et vous plaisantez. La vie a l'air si simple pour vous, et vous venez la compliquer en risquant votre peau pour Tra. Pourquoi? J'ai tout dit à l'émissaire, et vous avez tout écouté, vous savez pourquoi. Vous n'êtes pas un idéaliste, Sanders. Vous ne voulez pas rendre le monde meilleur. Vous ne cherchez pas non plus la gloire. Vous n'avez même pas demandé de récompense. Vous êtes juste là, à attendre d'aller vous battre dans une guerre qui ne vous concerne même pas. Vous auriez pu quitter Tra avec l'émissaire. Ce dernier m'énervait. J'avais pas envie de le suivre. Je ne vais pas me battre pour vous, pour Tra ou pour quoi que ce soit. Je vais faire cette guerre parce que j'en ai envie. Parce que c'est ce que je dois faire. Je ne suis pas ici par choix, ce sont des événements totalement aléatoires qui m'ont amené là. Alors tant que je suis là, autant faire ce qui me paraît bien. Est-ce que c'est vrai, Sanders? Vous vous contentez de vivre au jour le jour, sans jamais vous soucier de l'avenir? Eh bien oui, on ne choisit pas sa vie, on ne contrôle rien. Aujourd'hui je suis là, demain je serai peut-être à l'autre bout du secteur à me faire sucer par une prostituée, et après-demain dans une fusillade pour ensuite me retrouver embarqué dans un trafic quelconque, et la semaine suivante boire des cocktails sur une plage. L'avenir est incontrôlable, pourquoi je me soucierais d'une chose sur laquelle je n'ai pas d'emprise? Tout ce qu'on peut faire, c'est choisir la façon dont on réagit face aux événements que la vie met face à nous. Et là, je veux empêcher Darn de venir instaurer sa dictature de fanatiques sur Tra. C'est ça, ma réaction. Vous êtes vraiment l'homme le plus simple que j'ai rencontré. Je vous envie, Victor Sanders. Salut, maman. Je vais peut-être mourir demain et tu ne me laisses pas une seule nuit tranquille? Comment ça? Les derniers doivent à tout prix perdre cette bataille. Je le sais, ça, merci. En quoi ça te concerne de toute façon? Bah oui, je suis con, t'es dans ma tête. Si je meurs, tu meurs aussi. Eh merde, j'entends l'alarme. La flotte d'Arnian est proche, la bataille va commencer. Merci de m'avoir laissé dormir, connasse. Sanders ouvrit les yeux. Une puissante alarme hurlait dans les couloirs du courage où s'activaient des dizaines de soldats sous des ordres qu'aboyaient les gradés. Victor se leva d'un bond et enfila une armure légère. Il prit l'arme qui lui avait été assignée, une mitraillette FN Tonnerre calibre moyen, et partit avec le reste de son peloton vers un hangar. Avalant quelques pilules de mirage, il se plaça dans un rang. Il observa un instant autour de lui. Ils étaient des centaines, des humains pour la plupart, des Sovats comme gradés. Plusieurs escadrons de vaisseaux de petite taille attendaient l'ordre de décoller. Ils se tournèrent tous vers une haute plateforme. Des escaliers y menaient, montés par le gouverneur Nolan. Il avait vêtu une armure épaisse et noire. Dans son dos pendait une impressionnante mitraillette calibre Sovat, le genre d'arme que peu d'humains étaient capables de manier. Il arriva au sommet et se tourna face à ses hommes. Il les toisa une minute en silence, le regard déterminé, la stature haute et la prestance des grands chefs de guerre. « Soldats !» appela-t-il. « Nolan !» répondirent sèchement toute l'armée d'un cœur.
La guerre qui est déclenchée aujourd'hui durera longtemps. Cette bataille sera la première d'une longue série. Les générations futures parleront encore de nous dans bien des millénaires. Dites-moi, qu'est-ce que les historiens diront de nous? Que nous étions des imbéciles qui avons perdu train? Ou que nous étions des guerriers qui avons vaincu l'envahisseur et avons fait fuir ces putains de lézards, leur queue entre les jambes? L'armée répondit par un hurlement, bref et discipliné, puissant et rauque, un rugissement de guerriers. L'Empire entier a les yeux rivés sur vous. Alors montrez-vous digne de votre responsabilité. Vous êtes l'armée de Thra. Je veux vous voir prendre des coups et je veux vous voir en donner. Je veux voir du courage, de l'héroïsme. Des explosions retentirent, puissantes, proches, faisant trembler le vaisseau, tel un chant guerrier accompagnant le discours de Nolan. Il est temps de montrer à tous ce que vaut l'humanité, de gagner le respect des Sovates et la peur des Darniens. Que plus jamais les lézards n'osent se montrer dans notre système. Ils sont venus pour se battre. Eh bien, nous les renverrons dans l'espace. Aux armes! Aux armes! Répéta l'armée. Escadron, décollez immédiatement. Suivez les ordres de mission établis. Allez, soldats, et mourrez dans l'honneur. Des officiers se mirent à hurler des ordres et les pelotons se lancèrent au pas de course vers leur poste. Sanders était perdu au milieu de cette agitation disciplinée. Nolan retourna au poste de commandement. La carte holographique de Thra était couverte d'explosions et de mouvements de vaisseaux. Nolan observait, concentré. Le gros de la flotte dardienne était composé de petits cuirassiers scorpions. 3 branches arrondies partant de cockpit central, rattachées à un puissant canon laser. Une arme redoutable. Par le hublot, l'armée ennemie était un balai de couleurs et de symboles couvrant des vaisseaux de tout design. Un contraste avec le gris et le lisse de l'armée de Thra. « Regardez-moi ça, grogna un Sovat. Nous avons une armée. Eux, ils ont un cirque. » La carte holographique de Thra montrait des milliers de vaisseaux darniens se déployant en formation tout autour de la planète, et les armées que commandait Nolan se positionnaient pour leur offrir l'accueil que méritaient les envahisseurs. La flotte ennemie avançait, perdant des vaisseaux qui disparaissaient de l'hologramme, mais rendant coup pour coup. Des centaines de batailles avaient lieu partout sur Thra, pour prendre et défendre des tours anti-aériennes, des bases, des points stratégiques. La chasse de Thra décolla alors que celle de Darn se déployait pour quitter le gros de la flotte, tentant de couvrir les transports de troupes qui tentaient de se poser en évitant les tirs de canon des puissants chars sovates. « Gouverneur Nolan, ici l'amiral Zhao » interpella l'image holographique d'un Asiatique qui venait d'apparaître juste à côté de celle de Thra. « La flotte de défense d'Alexandrie est en train de se faire massacrer, nous demandons du soutien !» Nolan ne comprenait pas comment une ville aussi bien défendue qu'Alexandrie pouvait avoir été mise aussi vite en déroute. Il observa la carte de Thra. Il ne voyait que quelques vaisseaux ennemis. Pourtant, effectivement, ceux de Thra disparaissaient les uns après les autres. « Je ne vois que quelques milliers de chasseurs darniens, réprimanda le gouverneur. « Négatif, un croiseur lourd les accompagne. Il n'apparaît pas sur les radars. Je vous envoie le visuel. » Alors, sur un écran apparut l'image d'un immense vaisseau de guerre noir. Il s'agissait d'un vaste triangle équilatéral d'une dizaine de kilomètres de côté, tout en lance-torpilles, mitrailleuses et canons laser. Son apparence froide et rigide dénotait en tout point avec la flotte colorée de Darn. « Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau ?» demanda un amiral du courage. « Un triangle mortel de la Confédération de Zantia, » répondit Nolan. « Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici ?» La présence de ce vaisseau étranger était inquiétante. La Confédération de Zantia était une alliance de toutes les races intelligentes des secteurs de Zantia, très puissante et qui avait de nombreuses fois mis des bâtons dans les roues de l'Empire. Leur pouvoir politique et la force de leur armée sera un atout de poids pour les derniers s'ils s'en étaient fait des alliés. Mais ils avaient eux aussi de nombreux ennemis qui pourraient être ralliés à la cause des Sovates. Très bien, amiral Zhao. Le courage est en route pour Alexandrie. Évitez le triangle jusqu'à notre arrivée. Je répète, n'engagez pas le triangle. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Et l'image de l'Asiatique disparut. Le courage prit la direction d'Alexandrie. Faites décoller l'escorte. Il est temps de nous sortir les doigts du cul. Une nouvelle alarme retentit dans les couloirs du courage. Les vaisseaux du hangar décollèrent et se placèrent autour du colosse qui se mit en route. Une nouvelle image holographique apparut dans le poste de commandement. Un Sovat cette fois. Gouverneur, ici l'amiral Régaz de la défense de Rome. 3 scorpions et 2 chasses ennemies viennent de quitter la bataille pour se mettre entre vous et Alexandrie. Bien reçu, Régaz. Restez à votre poste, on va s'occuper d'eux. Bien, monsieur. Fin de la partie 8. Les musiques utilisées dans cet épisode sont TV Drama par Jason Shaw, Suspense par Matti Palanen, Tension
par Matti Palanen, Alien Sunset par Jason Shaw et Battle of Kings par Per Kilstoff.